Mais si le rôle du pharmacien, c'est aussi d'aider la vie des gens, alors pourquoi souvent des pharmaciens sont des arnaqueurs? Quelle arnaque le pharmacien réalise? Souvent, quand ils vendent des médicaments, si souvent la pharmacie est sur le point de fermer et que les médicaments sont déjà périmés. Mais quand tu pars là-bas, ils te donnent ces médicaments. Arrivé chez toi, tu vois que c'est déjà périmé et tu as déjà donné à ton enfant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Non. C'est strictement interdit de vendre un médicament périmé. Dans une pharmacie, on ne peut pas retrouver un médicament qui périt un mois avant sa date de péremption. Par exemple, nous sommes au mois de janvier. Il y a des médicaments qui vont périmer à la fin du mois de janvier, le 31 janvier, parce que ça périme toujours à la fin du mois. Et donc, on n'a pas le droit de trouver ces médicaments dans la pharmacie à la fin du mois de décembre. C'est interdit. Et donc, celui qui le fait, si on le découvre, on va le sanctionner. Si le parent a acheté le médicament, a amené à la maison, ça a mis du temps à la maison, ça a périmé, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas le droit, aucun pharmacien n'a le droit de garder dans sa pharmacie un médicament qui périme dans moins d'un mois. D'accord? Et ça, il faut le répéter aux parents. S'ils constatent cela, il faut qu'ils le dénoncent pour qu'on puisse sanctionner ce pharmacien. D'accord. Merci beaucoup, chers parents. Il a bien résumé le rôle de pharmacie. Il a bien résumé quel est le fonctionnement du pharmacien. Chers élèves, il ne faut pas généraliser à tout le monde. Quand vous posez les questions, vous dites de tout le pharmacien, vous parlez de tout le pharmacien. Et vous accusez mon fils. C'est pas gentil. Premièrement. Deuxièmement, ne pas bien respecter. Il faut respecter. On a, par exemple, le médecin qui ne fonctionne pas son rôle correctement. D'accord. On a les avocats qui pensent seulement l'argent. C'est ça. Il y a des policiers, par exemple, qui ne font pas son vrai rôle. D'accord. Dans ce sens, on a besoin d'avoir le bon métier, ça veut dire n'est pas suffisant. Il faut avoir bonne éthique et bonne morale. D'accord? Demain, vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un pharmacien, vous pouvez être un médecin, mais la dernière fois, j'ai dit à un élève qui se battait avec les amis, c'était un élève bien réussi. Moi, j'ai dit, mon fils, vous pouvez avoir le bon note. Avoir le bon note ne montre pas que vous êtes un bon élève. Tout d'abord, vous devez comporter sur la base de bonne éthique. D'accord, ma fille? Qu'est-ce que je dis? Encore continue à parler. Bah, regarde. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Continue à parler. Venez parler ici. Arrêtez de bavarder. Avoir le bon comportement
Pour avoir le bon comportement, il faut avoir une bonne éthique. Dès maintenant, on accepte, on va accueillir vos questions sur le pharmacien encore. Monsieur, si vous avez une autre question, voilà. Donne-moi le carte rouge. Voilà, je lui ai donné une carte rouge, c'est une mauvaise question. Voilà. Tiens, c'est lui qui a posé la bonne question, je vais lui donner l'autre carte. Allez. C'est lui de laisser passer là. Information pour gagner combien par année? Information pour gagner combien par année? Oui, je disais tout à l'heure que le pharmacien, c'est un patron. Et quand on dit que c'est un patron, quand il est dans une pharmacie, la pharmacie lui appartient. Donc, tout ce qu'il gagne dans la pharmacie, quand on vient acheter les médicaments, quand il enlève ce qu'il doit utiliser pour acheter des nouveaux médicaments, pour mettre dans sa pharmacie, tout ce qu'il doit utiliser pour payer ses travailleurs, tout ce qu'il doit utiliser pour payer les taxes, tout le reste, c'est pour lui. Donc, si sa pharmacie marche bien, il peut avoir, pourquoi pas, 50 millions dans l'année. Il peut avoir 75 millions dans l'année. Si ça ne marche pas, il peut avoir 2 millions dans l'année. Tout ça dépend de comment va fonctionner sa pharmacie, comment ça va marcher, parce que c'est lui le patron. Maintenant, quand il travaille pour quelqu'un, à ce moment il travaille à l'hôpital ou il travaille dans un laboratoire qui appartient à quelqu'un, comme c'est un cadre de haut niveau, il ne peut pas gagner moins de 200 000 francs par mois. On ne peut pas payer un pharmacien moins de 200 000 francs par mois. En moyenne, on commence par lui payer 300, 350 000 francs par mois. Et donc, si on multiplie par 12, ça vous fait combien? Ça vous fait à peu près 5 millions dans l'année. Ça, c'est quand il travaille chez quelqu'un. Et quand c'est lui son propre patron, pour l'argent établi. Je voulais demander pourquoi, quand il y a des pharmacies, il y a d'autres personnes qui partent acheter des médicaments dans la rue en chassant que les médicaments qu'ils vont acheter dans la rue ne sont pas quelque chose qui pourront les soigner directement. Ça c'est un problème qui est grave, un problème qui est dangereux. Parce que pendant qu'il y a des pharmacies, où il y a des pharmaciens, où il y a des bons médicaments, il y en a qui préfèrent aller acheter les médicaments de la rue qui sont dangereux. Et donc, ils exposent leur vie, alors qu'ils peuvent sauver leur vie avec des bons médicaments. Alors, pourquoi ils y vont? Je vais répondre parce que je travaille dessus. Vous voyez, j'ai porté ici un gilet avec un nom. C'est une fondation et cette fondation-là travaille sur ces problèmes des gens qui vont acheter des médicaments dans la rue aussi. Ils disent que le médicament coûte moins cher dans la rue. Je vais dire que c'est faux. Parce que dans la pharmacie, vous pouvez trouver le même médicament qui coûte encore moins cher que ce qu'il y a dans la rue. Il n'y a pas assez d'informations. Les parents ne savent pas que dans la pharmacie, ils peuvent trouver les mêmes médicaments moins chers. Et donc, nous travaillons justement à informer les populations que tout ce que vous croyez être moins cher dans la pharmacie, dans la rue, se trouve dans la pharmacie encore moins cher. Ils disent que dans la pharmacie, plutôt dans la rue, on ne demande pas les ordonnances. C'est vrai qu'on ne demande pas les ordonnances.
Mais pourquoi en pharmacie on demande les ordonnances? C'est parce qu'il y a un médecin, je le disais tout à l'heure, un médecin qui a trouvé votre maladie, qui sait de quoi vous souffrez, et vous a fait une ordonnance, vous allez à la pharmacie. Dans la rue, vous ne savez pas de quoi vous souffrez, vous allez prendre des médicaments n'importe comment, et ça peut vous tuer. Parce que eux, ils n'ont pas appris. Ils trouvent des médicaments, ils vous donnent. Vous prenez, vous buvez. Mais c'est aussi mauvais parce que ces médicaments sont exposés au soleil, sont exposés à l'humidité. Or, le médicament a pour ennemi le soleil et l'humidité. Mais ils sont exposés. Et vous allez voir, il y a beaucoup de gens, vous allez remarquer dans la rue, quand ils se promènent, ils commencent à parler, ils ratent la gorge. Ça, c'est une conséquence des médicaments de la rue, par exemple. Parce que ces médicaments, comme ils sont restés exposés, ils ont séché. Quand vous buvez le comprimé ne se dissout pas immédiatement et ça va aller agresser votre gorge. Ça vous laisse maintenant comme de petites plaies, si bien que vous avez toujours tendance à rater la gorge pour vous libérer. Ça, c'est une conséquence, par exemple, des médicaments de la rue. Et à la fin, ça peut vous conduire à des maladies encore plus graves. Donc, pour vous-même, pour le message que vous pouvez apporter aux parents, évitez d'acheter les médicaments dans la rue parce que c'est dangereux pour la santé. Les mêmes médicaments, mais les bons médicaments, vous allez les trouver encore moins chers dans les pharmacies. Bonjour, merci, votre présentation nous a beaucoup aidé pour ceux qui veulent devenir aide de santé. Je voudrais vous poser une question qui s'agit de... Est-ce que vous avez suivi la même formation qu'un médecin généraliste ou un médecin que l'on part souvent voir? Et aussi, est-ce qu'on peut faire confiance à votre diagnostic? Parce que quand il y a des gens qui ne partent pas souvent à l'hôpital, ils viennent à la pharmacie pour qu'on les aide à se soigner. Et comme vous n'êtes pas médecin, est-ce qu'on peut faire confiance à votre diagnostic? Très bien. Hein? Félicitations, ma chère. Oui, effectivement, nous sommes, avec les médecins, le pharmacien et le médecin sont dans la même faculté, dans la même école, s'il faut dire. Il y a des écoles où, la première année, on mélange les pharmaciens et les médecins. Donc, ils apprennent les choses au début ensemble. Il y a d'autres écoles où, dès la première année, les médecins sont de leur côté, les pharmaciens sont de leur côté. Mais ils ont les mêmes enseignants qui passent et chez les médecins et chez les pharmaciens. Et donc, tout ce qui est santé de base, les maladies courantes, le pharmacien aussi les étudie. Ce qui fait que, quand vous allez à la pharmacie, il peut poser un diagnostic. Mais quand ce sont des maladies simples, pas les maladies compliquées. Parce qu'il apprend les maladies simples et pas les maladies compliquées. Les maladies compliquées, c'est pour le médecin. Et donc, si c'est une maladie simple, il va poser le diagnostic et il va vous donner le médicament. Et lorsque c'est compliqué, il va vous dire d'aller voir le médecin. Et lorsque vous prenez des boîtes de médicaments, vous ouvrez, vous allez lire, on vous dit toujours, allez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. C'est parce qu'on sait que les deux ont eu un enseignement pour les maladies simples. Donc, vous pouvez faire confiance à ce que vous dira le pharmacien. Est-ce qu'un pharmacien, quand il est malade, il doit même pas aller voir un médecin pour détecter sa maladie? Mais je sais qu'il a dit, non, quand la maladie est simple. Le pharmacien a appris les maladies simples. Donc, quand c'est une maladie simple, il n'a pas besoin d'aller voir un médecin. Mais quand ça devient une maladie compliquée, il faut qu'il aille voir le médecin. Parce que ça, c'est le rôle du médecin maintenant. D'accord? Et même les médecins eux-mêmes. Il y a des médecins qui se sont arrêtés au niveau de médecins généralistes, par exemple. Quand ils ont une maladie compliquée, ils sont obligés eux-mêmes d'aller voir un spécialiste. S'il est spécialiste dans un domaine,
S'il a une maladie qui concerne un autre domaine de la médecine, il ira voir également un médecin qui est spécialisé dans cet autre domaine de la médecine. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Pourquoi dans certaines pharmacies, quand les parents partent chercher des médicaments, ils trouvent ça plus cher que dans la pharmacie qu'il a trouvé avant qu'il est parti avant. Maintenant, quand il quitte la pharmacie qu'il a trouvé les médicaments plus chers, il repart dans l'ancienne pharmacie et trouve ça déjà plus différent. Pourquoi ça se passe parfois comme ça? Vous savez, normalement, le même médicament doit avoir le même prix partout. Maintenant, il arrive que pour un certain nombre de raisons, on peut ajouter 100 francs, on peut ajouter 200 francs dessus. Par exemple, en ce moment, il n'y a pas de courant dans la ville. Et donc, les pharmacies sont obligées d'acheter du carburant pour faire tourner les groupes toute la journée. Et donc, pour permettre d'acheter ce carburant, parfois ils peuvent mettre 100 francs sur le prix du médicament. Mais normalement, le médicament doit être le même. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que pour un même médicament, on a plusieurs noms du même médicament avec des prix différents. D'accord? Quand vous prenez, je prends comme ça, un médicament qui soigne le paludisme, vous allez avoir le médicament qu'on appelle Cofendril. C'est le même médicament qui s'appelle Unitaire. C'est le même médicament qui s'appelle Coartem. C'est le même médicament. Et chacun d'eux a son prix. Et ce que nous nous demandons justement aux parents, c'est quand il arrive dans la pharmacie, si on lui donne le prix du médicament, mais qu'il trouve que ça coûte cher, qu'ils disent, donnez-moi le médicament générique qui coûte moins cher. On les appelle des médicaments génériques. Donc on va lui donner le même médicament, mais qui coûte moins cher. Ça permet de résoudre ces problèmes de prix qui sont élevés de médicaments. C'est clair? Moi je voulais juste savoir, est-ce qu'un pharmacien de l'OMS joue le même rôle qu'un pharmacien normal? Est-ce que un pharmacien normal aussi? Le pharmacien de l'OMS est un pharmacien normal. D'accord? Tu veux dire, est-ce qu'il joue le même rôle que celui qui a une pharmacie? Non. Non. Le pharmacien qui est à l'OMS, lui, il ne s'occupe pas du médicament. Son rôle à lui, c'est de réfléchir pour savoir comment on peut faire pour que tout le monde ait le médicament. Non, il doit s'asseoir et il réfléchit. Par exemple, il dit au Congo, il y a des endroits où on ne trouve pas de médicaments. Il n'y a pas de pharmacie partout. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pharmacien, je veux dire, dans toute la partie nord du Congo. Son rôle à lui, c'est de réfléchir pour trouver comment faire pour qu'il y ait des médicaments au nord du Congo. C'est pour ça qu'il voyage. Parce qu'il doit aller voir pourquoi là-bas il n'y a pas de médicaments. Peut-être parce que là-bas il n'y a pas de moyen de transport. On ne peut pas envoyer des médicaments jusque là-bas parce que la route n'est pas bonne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que le médicament arrive là-bas? Et c'est lui qui doit proposer que maintenant, par exemple, il faut qu'on utilise des hélicoptères pour amener les médicaments là-bas. Mais si on amène, qui va gérer le médicament là? Et là maintenant, c'est le pharmacien, que tu dis pharmacien normal, le pharmacien qui est donc à l'hôpital ou à l'officine. Donc le pharmacien de l'OMS va dire, il faut mettre un pharmacien qui a une officine pour qu'il aille gérer les médicaments là-bas. D'accord? Donc son rôle à lui, c'est de réfléchir pour toute la population. Alors que celui qui est dans l'officine, lui, c'est satisfaire chaque personne qui vient à la pharmacie. D'accord? Voilà.
comment se fabriquer les médicaments qu'on voit à la pharmacie? Alors, ça c'est une autre partie très intéressante du travail du pharmacien. Il apprend comment on fabrique le médicament, c'est-à-dire tout ce qu'il faut mettre dans la machine pour avoir parfois une pâte, et cette pâte-là, comment on fait de ça un comprimé. Ou alors, comment il faut mettre ça dans de l'eau pour que ça devienne un sirop et que ça reste dans les quantités qu'il faut mettre. Parce que quand tu prends un sirop, le sirop de paracétamol par exemple, c'est la même chose que le comprimé de paracétamol. Mais dans le comprimé, on a fait une pâte, on a fait sécher la pâte, on a donné la forme du comprimé. Dans le sirop de paracétamol, on a pris les mêmes choses, mais on a mis dans de l'eau pour que ça devienne un sirop. Et c'est ça que lui, il apprend à faire. Et c'est ça qu'il fait tous les jours pour permettre que nous ayons les médicaments qu'on va vendre. C'est clair? Donc, il fait un peu la cuisine. Et la cuisine des médicaments. Quelle est la différence entre un pharmacien et un apothicaire? L'apothicaire, c'est le vieux nom du pharmacien. Avant, au XVIIe, XVIIIe siècle, on l'appelait apothicaire. Et maintenant, on l'appelle pharmacien. C'est la même chose. Est-ce que tous ceux qui travaillent à la pharmacie sont forcément des docteurs? Non. À la pharmacie, vous allez avoir le pharmacien, comme je dis, qui est le patron. Avec lui, il y aura des pharmaciens assistants. Il y aura des préparateurs en pharmacie, c'est-à-dire ceux qui sont là pour l'aider à préparer les médicaments. Et enfin, vous allez avoir des vendeurs en pharmacie. C'est ceux que vous trouvez au comptoir et qui vous donnent des médicaments. Ceux-là, ce sont les vendeurs en pharmacie. Et donc, quand vous arrivez dans une pharmacie, vous pouvez avoir un seul vendeur, mais avec 5, 6 ou 7 vendeurs en pharmacie. Et il faut faire la différence parce qu'eux, ils ne sont pas docteurs, ils ne sont pas pharmaciens. C'est clair? Mais pourquoi le Doliprane est interdit pour les femmes enceintes? Non, le Doliprane n'est pas interdit pour la femme enceinte. Il n'est pas interdit pour la femme enceinte. Quand on interdit un médicament à une personne, c'est que ce médicament peut nuire à la personne. Et c'est le rôle du pharmacien justement, de surveiller que les médicaments ne nuisent pas à la personne. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire surveiller les médicaments. Et quand il constate qu'un médicament peut nuire à une femme enceinte, il doit signaler pour qu'on puisse interdire. Quand il constate que le médicament peut nuire à un enfant, il doit signaler. S'il constate que le médicament peut nuire à un vieillard ou à quelqu'un qui a une autre maladie, il doit signaler. Et à ce moment, on interdit de donner ce médicament à cette catégorie de population. Une question à propos de la manière dont on gère le médicament, parce que vu les conditions congolaises, la chaleur, l'humidité, et comme il pleut très souvent ces derniers temps-ci, et que la manière congolaise de gérer ça dans l'établissement est très mauvaise, ou souvent très difficile vu l'économie congolaise, je me demandais, vu la météo et les problèmes qu'on a eu ces derniers temps-ci ici au Congo, je me demandais si les médicaments étaient très bien gérés. Oui. Les médicaments sont bien gérés, mais le problème que tu poses, c'est la conservation. Est-ce que les médicaments sont bien conservés pour rester de bonne qualité? Parce que le médicament doit être de bonne qualité, et je vous ai dit, le médicament, il n'aime pas la chaleur, il n'aime pas l'humidité. Et quand on ne réunit pas ces conditions, le médicament peut se gaspiller. Et en ce moment, vous entendez parler du changement climatique. Nous avons des fortes chaleurs, là il fait très chaud. Et s'il n'y a pas de courant, c'est pourquoi les pharmacies doivent être climatisées. S'il n'y a pas de courant, ça pose le problème. Et donc, ils sont obligés, je le disais tout à l'heure, d'acheter du carburant pour mettre dans les groupes, pour permettre de faire fonctionner la climatisation et maintenir une température. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les médicaments qui sont vendus dans les pharmacies
peuvent supporter jusqu'à une certaine température. Donc tant qu'on n'a pas dépassé cette température, il n'y a pas de problème. Pour chaque médicament, on indique quelle est la température que ça peut supporter. Et dès que on dépasse cette température, il faut mettre les médicaments à l'abri pour éviter qu'ils ne se cassent. Et ça, il faut en informer tout le monde pour que les gens fassent attention, pas seulement à la pharmacie, mais même quand on amène les médicaments à la maison. Où est-ce qu'on les laisse, où est-ce qu'on les garde, notamment avec ces températures. Il faut faire très attention. Vas-y pas. J'ai remarqué plusieurs cas à la pharmacie. Souvent, certaines personnes, à la pharmacie pour acheter des médicaments, ils avaient beau avoir. Le problème, c'est vu la manière dont ils étaient habillés ou de la manière dont ils étaient présentés, la pharmacie ne les recevait pas. Ce qui souvent me blesse. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Comme on dit, si on constate cela, il faut le dénoncer pour qu'on puisse sanctionner. La pharmacie, c'est un espace de santé, donc qui est censé accueillir tout le monde. Tout le monde. On ne regarde pas comment tu es habillé, parce que tu es un malade, tu as besoin de soins, tu as besoin d'un médicament, on doit te recevoir, on doit te donner le médicament. On ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas la forme des cheveux, on ne regarde pas comment on est habillé, on doit recevoir tout le monde. J'ai une question ici que je vais dire. Si la chaleur et l'humidité sont les ennemis du médicament, c'est ce que j'ai dit, comment faire pour épargner les populations des villages épicés des produits de la rue? Pour épargner des produits de la rue, et il faut les informer comme on vient de faire tout à l'heure, mais deux, aller voir comment faire pour qu'on puisse mettre là-bas des médicaments de bonne qualité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mon fils. C'est à ça que servent justement les pharmaciens qui travaillent dans les organismes, donc à l'OMS ou dans les ONG. Leur rôle, c'est justement réfléchir comment faire pour que on puisse amener le médicament de bonne qualité là-bas. Et ça va permettre d'épargner les populations. Mais la grande chose à faire, c'est l'information, la sensibilisation pour que les populations ne puissent plus acheter les médicaments dans la rue. J'aimerais savoir, durant la conception de vos médicaments, comment vous faites pour déterminer d'une manière approximative que le médicament peut guérir l'allergie d'une personne? Ma deuxième question est de savoir, pour déterminer la fiabilité d'un médicament, vous faites le test sur une population ou sur une seule personne? Vous savez, pour arriver à trouver un médicament qui soigne, ça peut durer jusqu'à 25 ans. Parce que on commence d'abord par faire les études chimiques que vous avez appris. Pour ceux qui sont en série scientifique, vous faites la chimie. On commence par ça, la chimie. C'est pour ça que c'est important ce que nous étudions au lycée. Et une fois qu'on a trouvé que cette molécule chimique-là peut soigner, on commence à essayer maintenant, on met sous forme de médicaments. Ça, c'est la deuxième étape. Quand on a fini avec ça, maintenant, on fait des essais, des tests. On commence sur les animaux, des petits animaux, dans des souris. Et puis, quand on commence sur les souris, on met plusieurs doses pour voir quelle est la dose qui peut soigner, mais aussi quelle est la dose qui peut tuer, qui peut faire mal. Quand on a trouvé chez la souris, on monte maintenant dans la catégorie des animaux. On peut passer chez le chat. Après, on va passer chez le cheval. Et quand on a fini avec les animaux, on essaie sur des personnes. On prend une population. Très souvent, c'est un secret que je vais vous livrer, on va travailler avec des gens qui sont en prison. On essaie les médicaments sur eux. Et on ajuste les doses aussi sur eux. C'est pour cela que il ne faut pas faire de banditisme
Voilà. Parce que quand tu fais le banditisme, tu fais la pagaille, tu peux te retrouver en prison. Et si tu te retrouves en prison, on peut venir essayer le médicament sur toi. Ah oui. Et donc, quand on a trouvé la bonne dose sur la personne, à ce moment, on peut dire que pour tel médicament, il faut prendre un comprimé de 500 mg pour guérir. Et c'est pareil pour les médicaments qui soignent l'allergie. C'est le même processus. C'est comme ça que ça se passe. C'est clair? Chers élèves, j'entends encore les bruits. S'il vous plaît, on va patienter. Chers pharmaciens, quand je voulais acheter un médicament, tout d'abord je lis dans le prescription, dans la notice, l'ordonnance, il y a un article, les effets secondaires. Quand je lis ça, je n'arrive pas à consommer ce médicament. J'ai peur de consommer ce médicament. Je cherche une solution naturelle. Je cherche soit une solution, trouver une solution avec le fruit, avec les plantes, avec une solution traditionnelle, on peut dire un peu. Je sais que le médicament, il se produit sur la base de plantes de bon Dieu. Ça, d'accord. Mais ils ajoutent aussi de chimie, de chimie. Moi, j'aimerais bien, première question, comment on doit agir dans ce sens-là, surtout quand on lit les effets secondaires. Parce que la consommation beaucoup plus de médicaments, ça dégrade la santé aussi. Voilà. Deuxièmement, quel est votre conseil et proposition à nos élèves, surtout à notre infirmière? Beaucoup plus les élèves chaque jour viennent pour le mal au ventre, surtout la grippe. Ça veut dire qu'ils doivent consommer pour éviter mal aux têtes. Quel est votre conseil? Par exemple, ce que je sais, mal aux têtes, ça vient beaucoup plus, soit manque de sommeil, soit manque de boisson de l'eau. Ma première question, sur les questions de les effets secondaires. Avant il n'y avait pas de métier pharmacie avant un siècle, je crois, de siècle. Il y avait une autre manière. Ça veut dire, j'aimerais vous expliquer sur les effets secondaires pour éviter un peu la peur. Et deuxièmement, quelle est la proposition, soit le conseil à nos élèves pour qu'ils ne rencontrent pas beaucoup plus le mal aux têtes, soit le mal au ventre, etc. Merci. Monsieur le directeur général, il ne faut pas avoir peur du mot effet secondaire. Ça ne doit pas nous faire peur, parce que tout ce que nous consommons, même la nourriture, a des effets secondaires. C'est-à-dire des manifestations qu'on peut avoir parce qu'on applique le médicament. C'est ça, mais ça n'arrive pas à tout le monde. C'est pourquoi il est très important, et ça il faut le retenir, surtout les jeunes filles. Il ne faut prendre le médicament que quand c'est nécessaire. Parce qu'un médicament, c'est fait pour soigner une maladie. Ça vient pour corriger quelque chose. Donc, si ça a fini de corriger la chose, le médicament ne sert plus à rien. Si on le prend, ça va créer autre chose. Si on n'a pas la maladie donnée et qu'on prend ce médicament, ça peut aller créer autre chose. Je vous prends un exemple. Vous allez voir. Vous savez, quand un enfant fait la diarrhée, c'est dû parfois à un microbe. Et donc, s'il fait cette diarrhée, je dois lui donner un médicament, un antibiotique, pour qu'il puisse arrêter sa diarrhée. Arrêter comment? Parce que le médicament va aller tuer ce microbe. Mais il y a des diarrhées aussi qui sont dues parce que, par exemple,
l'enfant a des dents qui poussent, ça peut donner la diarrhée. Alors, si l'enfant a des dents qui poussent et que ça donne la diarrhée, on ne donne pas de médicaments. Parce que c'est la dent qui pousse qui donne la diarrhée. Dès que la dent va sortir de la gencive, la diarrhée va s'arrêter. Mais si je donne un médicament à ce moment, ce médicament ne va pas trouver le microbe, il va aller faire autre chose. Parce qu'il est quand même entré dans le corps. Et c'est là où on va parler de l'effet secondaire du médicament. Secondaire, c'est-à-dire on a eu ça parce qu'on a pris le médicament. Et c'est pourquoi l'infirmière qu'on a ici ne doit pas donner systématiquement chaque fois qu'on vient lui dire j'ai mal à la tête, elle donne un médicament. Et Doliprane, c'est un médicament qui est gentil. Oui, c'est le médicament le plus gentil qui existe. On peut le donner quand il y a des douleurs. C'est le médicament le plus gentil. Mais les autres médicaments, paracétamol, c'est Doliprane, c'est la même chose. Efferalgan, Doliprane, Dolimex, tout ça, c'est Calgine, tout ça, c'est le même médicament. Il n'y a pas de problème. Il y a des autres médicaments, notamment les antibiotiques, les antigrippaux, les médicaments de la grippe. Il faut toujours être sûr qu'il y a la maladie avant de donner le médicament. Sinon, on peut avoir des effets secondaires. Quand il y a la maladie, on n'aura pas les effets secondaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la médecine naturelle, la médecine par les plantes, elle est bonne. Mais à condition de savoir quelle maladie on a et quelle plante soigne cette maladie. Sinon, on va prendre n'importe quelle plante et qui peut aussi aller nous déclencher ces effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Même la nourriture qu'on mange a des effets secondaires. Il y a des nourritures quand on mange, après on a mal à l'estomac. C'est un effet secondaire de la nourriture. Il y a des nourritures quand on mange, on est fatigué, on a sommeil. C'est comme le safou, c'est un effet secondaire de la nourriture. Donc tous les produits ont des effets secondaires. Vous savez, pour être en bonne santé, et éviter donc de consommer les médicaments, et ça c'est le pharmacien qui, quand vous allez à la pharmacie, doit vous le dire. Pour être en bonne santé, il faut bien manger. Bien manger, c'est pas beaucoup manger, c'est de manger équilibré. Et ça, il faut le dire aux parents. Dans votre alimentation, mettez toujours des légumes et des fruits. Parce qu'il y a des vitamines là-dedans, ça va vous maintenir en bonne santé. Ça, c'est la première des choses. Si vous voulez être en bonne santé, il faut boire beaucoup d'eau. Vous buvez beaucoup d'eau et attention, vous buvez beaucoup d'eau, mais il faut aussi beaucoup faire pipi. Parce que quand vous buvez beaucoup d'eau, c'est pour éliminer les saletés qu'il y a dans le corps. Et ces saletés sortent quand vous faites pipi. Donc, ne faites pas comme nous voyons souvent. Vous venez à l'école le matin, jusqu'à 14h, vous restez sans faire pipi. C'est pas bon. Prenez l'habitude de boire de l'eau et de faire pipi. Troisième des choses à faire, c'est de faire le sport. Faites beaucoup de sport à l'école, à la maison. Aimez marcher. Les parents vous envoient faire une petite course, marchez pour y aller. À votre âge, être tout le temps dans la voiture, ce n'est pas bon. Et la dernière des choses, c'est dormez bien, reposez-vous bien. Vous devez avoir 8 heures de sommeil au moins par jour. Si vous faites moins de 8 heures de sommeil, vous allez forcément tomber malade. Et donc, si vous respectez ces 4 principes, vous aurez moins besoin de médicaments et vous resterez en bonne santé. S'il vous plaît, il y a trop de bruit. Keren avec ton équilibre derrière là-bas, je ne veux pas.
J'aimerais savoir pourquoi les médicaments génériques n'ont pas le même prix que leur équivalent alors que les deux ont le même effet. C'est une très bonne question, ça. Et déjà, c'est bien parce que tu sais que le médicament générique a le même effet que son équivalent, donc le médicament d'origine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est bien parce que tu sais que le médicament générique coûte moins cher. Pourquoi il coûte moins cher? Parce que je vous ai dit, lorsque je veux fabriquer mon médicament d'origine, je vais passer pratiquement 25 ans à faire la recherche, à faire tous les essais dont je venais de parler. De tester sur les animaux, de tester sur des personnes, avant d'arriver à trouver le médicament, la dose qu'il faut, pendant combien de jours il faut donner. Ça, c'est le médicament d'origine. Donc, quand je trouve, je veux récupérer mon argent, parce que j'ai mis beaucoup d'argent. Et là, on me donne 20 ans, là où je peux fabriquer mon médicament et mettre le prix que je veux pour récupérer mon argent. Une fois que les 20 ans sont passés, tout le monde a le droit de fabriquer ce médicament, mais en venant me payer ce qu'on appelle une licence. Donc, quelqu'un d'autre vient, il me donne de l'argent et je lui donne ma formule. Et lui ne va plus faire la recherche. Si moi j'ai dépensé 100 millions pour faire la recherche, lui il va venir acheter la formule avec 2 millions. Et il fabrique directement le médicament qu'il vend. Comme au lieu de récupérer les 100 millions, lui ne veut récupérer que 2 millions de sa licence, mais il diminue le prix pour que ce soit vite vendu. Et c'est pour cela que vous allez voir des médicaments d'origine qui coûtent plus cher parce que je veux récupérer mes 100 millions. Mais le médicament générique, il coûte moins cher parce que moi je veux récupérer seulement mes 2 millions. C'est clair? C'est pourquoi j'insiste. Dites aux parents, quand ils vont en pharmacie, c'est préférable de demander le médicament générique le moins cher. Parce qu'il a la même efficacité, mais il coûte moins cher. C'est clair? Excusez-moi, je me demandais, c'est les médicaments que vous commandez dans d'autres pays, est-ce qu'ils sont bien entretenus au niveau du transport? Si c'est non, est-ce que les médicaments qui sont gaspillés, c'est que les pharmacies de rue là prennent? Ici au Congo, on ne fabrique pratiquement pas de médicaments. Tous les médicaments que nous consommons ici sont achetés à l'étranger et viennent. Ces médicaments, avant de quitter leur pays, on fait des tests dessus pour s'assurer qu'ils sont de bonne qualité. Et quand ils arrivent ici, ils sont mis, comme on dit, en quarantaine, en attendant de contrôler qu'ils ont toujours la bonne qualité, la même qualité qu'au départ. Quand ils ont la même qualité, à ce moment, on peut les vendre. S'ils ont la même qualité, il faut les déclasser. Et les déclasser, normalement, il faut les détruire. C'est ce qui se passe. Maintenant, les médicaments de la rue, très souvent, ce sont des faux médicaments qui n'entrent pas par ces canaux, ils entrent par des voies détournées. C'est la contrebande. Ça, c'est la première source. La deuxième source, ils viennent du vol. Ça peut être le vol de bons médicaments, comme ça peut être le vol de ces mauvais médicaments-là. Parce que quand ils sont mauvais, on les met dans une zone en attendant de les détruire. Et parfois, il y a du vol qui se passe là-bas et ça se retrouve dans l'arbre. Et enfin, ce sont des médicaments qui ne sont pas reconnus dans les pays, qui vont arriver ici et que nous allons partir acheter. Voilà les sources des médicaments que nous avons dans l'arbre. Donc, il est possible qu'un médicament de mauvaise qualité qui a été commandé se retrouve dans la rue parce que ça a été volé des stocks qu'on devait détruire. Bonjour, j'aimerais savoir, vous avez dit que la médecine traditionnelle, elle est bien aussi. Est-ce qu'un herboriste peut être considéré comme pharmacien? Bien. L'herboriste, c'est lui qui connaît les plantes.
celui qui connaît les plantes, mais il ne fabrique pas le médicament. Donc l'herboriste peut travailler avec le pharmacien en lui montrant les plantes qui soignent pour l'aider à fabriquer le médicament. Maintenant, nous avons des pharmaciens herboristes, c'est-à-dire qu'il est pharmacien, mais il connaît aussi les plantes. Il a étudié aussi ces plantes-là, donc lui, il sait quelle plante prendre pour fabriquer le médicament. Donc c'est deux professions différentes, mais parfois qui peuvent être exercées par la même personne. D'accord? J'aimerais savoir pourquoi certaines maladies, on trouve des vaccins plus rapidement que d'autres. Par exemple, le Covid, on a trouvé un vaccin rapidement, mais le palu qui est là depuis, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Bien, ça c'est dû premièrement à la nature du microbe qui donne la maladie. Quand je prends par exemple le microbe du paludisme, le microbe du paludisme a plusieurs formes. Donc, quand on devra fabriquer le vaccin, il faut que l'on soit sûr que ce vaccin-là peut nous protéger de toutes les formes du paludisme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'intérêt que les gens ont pour le vaccin. Covid, ça concernait le monde entier. Et le monde s'est battu pour trouver le médicament. On a accéléré la recherche des vaccins quand il y a eu beaucoup de morts aux États-Unis. C'est ce qui a accéléré la recherche du vaccin de Covid. Le paludisme, par exemple, c'est une maladie tropicale, donc de nos pays à nous. C'est la maladie des Africains. Ça ne préoccupe pas trop les Européens, par exemple. Donc, ils ne mettent pas beaucoup d'argent pour la recherche dans le paludisme. C'est pour cela que ça aussi, ça met du temps. Troisièmement, ça dépend du type de vaccin qu'on veut. Il y a des vaccins qui vont protéger pour ne pas avoir la maladie. Il y a des vaccins qu'on va utiliser parce que quand tu as la maladie, ça va te permettre de guérir vite. Et en fonction de ça aussi, on peut mettre plus d'argent pour fabriquer. Donc, la vitesse dans la production d'un nouveau vaccin dépend de tous ces facteurs, mais surtout des facteurs financiers. Combien d'argent on veut mettre pour que les chercheurs puissent travailler et trouver le vaccin. C'est clair? Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi il y a certains produits qui aident lorsqu'on est malade, mais qui causent des maladies à l'avenir. Exemple, les Feralgan, le Doliprane, le paracétamol. Moi, j'ai eu tellement à consommer les Feralgan qu'à un moment donné à l'hôpital, on m'a dit d'arrêter parce que ça pouvait me causer des problèmes avec mon foie. Et j'ai eu à subir des brûlures intestinales. Donc, j'aimerais savoir pourquoi quand les produits sont créés, vous ne mettez pas par exemple une note de prévention pour dire que non, à l'avenir, ça peut créer tel dommage, tel dommage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais que pour tout médicament, il ne faut le donner que quand on a la maladie concernée et ne donner que pendant la période prévue. D'accord? Quand on dépasse la période prévue, le médicament commence à avoir des effets. Comme on l'a dit tout à l'heure, des effets secondaires. Si on dépasse la quantité qu'on donne, il va y avoir des effets secondaires. Quand je prends l'Efferalgan, Doliprane par exemple, c'est le même médicament. Paracétamol, c'est le même médicament. Pour une personne adulte comme moi, je ne peux pas prendre 4 comprimés de 500 mg par jour. Je dois m'arrêter à 4. Si je prends par jour plus que ça,
ça va commencer à agir sur mon corps. Parce que c'est trop. De la même manière, je ne peux pas les prendre tous les jours pendant plus de 3 semaines. Si je dépasse les 3 semaines, ça commence à agir sur mon corps. Donc, quand on va voir le médecin il regarde le poids qu'on a et il calcule combien de comprimés je dois prendre par jour pendant combien de jours pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Et s'assurer à ce moment que pendant cette période, je vais guérir mon malade. Si mon malade n'est pas guéri, il faut que je change de traitement. Parce que si pendant 3 semaines, tu prends un médicament, tu ne guéris pas, c'est que le médicament ne correspond pas à la maladie que tu as. Il faut changer. Mais si je continue, je vais avoir des effets secondaires comme ce que tu as eu. C'est un effet secondaire. Et c'est mentionné dans la notice du médicament. C'est toujours mentionné. Pour Efferalgan, c'est mentionné que ça peut agir sur le foie. Ça peut détruire les cellules du foie quand on prend ça pendant longtemps ou bien à des fortes doses. Et il faut respecter cela. C'est clair? Vous avez dit que vous utilisez les médicaments sur les prisonniers ou les animaux. Ça ne vous dérange pas de tuer les gens? Non, on n'utilise pas pour tuer. Mais non, quand c'est exagéré, ça tue. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est quand on travaille sur les souris qu'on calcule la dose qui peut tuer. Quand on a déjà trouvé la dose qui peut tuer, à ce moment-là, quand on passe chez les hommes, on n'utilise plus cette dose-là. À ce moment, chez les hommes, on veut savoir quelle est la dose qui guérit. Parce que la dose qui tue, on l'a déjà trouvé quand on travaillait sur les animaux. Donc, il n'y a pas de risque de tuer quelqu'un quand on fait des essais de médicaments. Non, on ne tue pas. Couleur du sang. Et pourquoi on voit des fois le sang noir, un sang clair, rouge alors? Je sais que c'est à cause des globules, mais pourquoi ça fait ça? Ça aussi, c'est le travail du pharmacien. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est le pharmacien qui fait les examens de laboratoire. Donc, qui étudie justement pourquoi le sang est rouge, il est noir. Pourquoi le sang change de couleur. Là où tu es assise, tu respires, n'est-ce pas? Quand tu respires, tu fais entrer l'oxygène. Cet oxygène qui va dans le nez, va dans les poumons. Dans les poumons, il passe dans le sang. Et quand il arrive dans le sang, il entre dans les globules rouges. Un sang qui est bien rouge, c'est-à-dire que c'est un sang qui a beaucoup d'oxygène. C'est très bien. Un sang qui est noir, c'est un sang qui n'a pas beaucoup d'oxygène. Ça veut dire que tu es resté dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'oxygène, ou alors tu étais à côté, par exemple, de quelqu'un qui fume. Et donc ce gaz carbonique est entré et est allé empêcher l'oxygène de se former, de se fixer sur des globules rouges. Et or, les globules rouges ont besoin d'oxygène pour vivre. Donc, quand il n'y a pas d'oxygène, ces globules rouges vont mourir. Et c'est ce qui nous donne cette coloration noire du sang. Tu as compris? Bien, merci. Cher pharmacien, par exemple, ma fille, tu peux soulever par exemple. Soulève, avec le sucre que vous sucez là. Voilà. À tout à l'heure, notre pharmacien nous a conseillé de citer l'alimentation, comment on doit consommer, qu'est-ce qu'on doit manger. Montrez ce sucre-là, montrez notre pharmacien. La plupart de nos élèves, malheureusement, ils consomment cette sucrerie. Je conseille toujours que c'est un sucre, c'est un microbe, c'est ça, comment on dit ça? Ce n'est pas bon pour le sang. Je conseille toujours. Surtout la nouvelle génération. Ce sont de nouvelles générations. Je vois leur façon de manger.
ils mangent les dips. Les dips. Et les gazeuses, les boissons gazeuses. Et cette façon de choses sucrées. Tout ça, ce n'est pas bon pour le santé. Est-ce que nous, à l'époque, par exemple ma mère, quand on était petit, quand on était comme vous, quand on se réveille le matin, il nous prépare le soupe le matin. Nous, on commence le matin à boire le soupe. Qui boit le soupe ce matin? Chaque matin. Vous voyez? Il n'y a rien. Oui. La nouvelle génération complètement a changé leur manière d'alimentation. Dans ce sens, qu'est-ce que vous conseillez de... Voilà. Bien. Qu'est-ce que vous conseillez? Retenez une chose, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait bien manger. Quand on dit bien manger, c'est manger de façon équilibrée, pas la quantité, mais de savoir ce qu'on met dans la nourriture. Alors, il faut faire attention au sucre. Il faut faire attention au sel. Il faut faire attention à l'huile. Les trois là sont mauvais pour l'organisme. Mais, ils sont mauvais pour l'organisme quand il y en a trop. Parce que l'organisme, le corps en a besoin. Vous savez, aujourd'hui, si vous êtes fatigué, très fatigué, vous aurez du mal à marcher, vous aurez des vertiges. Parfois, c'est parce qu'il vous manque du sucre dans le sang. C'est pourquoi je n'encourage pas. Mais un enfant qui est en fin de journée de travail scolaire, à 7 heures-ci par exemple, et qu'il prend un bonbon sucré, c'est bon. Ça lui permet de charger en glucides. Pendant toute la matinée, il était assis, mais ses cellules nerveuses travaillaient parce qu'il devait retenir ce que disent les professeurs. Donc il se fatigue mentalement. Et la prise d'un petit bonbon, la prise d'un petit bâton de chocolat, c'est très bon pour l'organisme. Oui, ça dépend du type, je ne sais pas quel est le type de bonbon, mais un bonbon avec un peu de sucre, c'est bon pour recharger les batteries, comme on dit. Mais il ne faut pas à ce moment-là prendre 3, 4, 5 bonbons ou les prendre à tout moment. Il faut les prendre pour recharger les batteries. De la même manière, il fait très chaud en ce moment. Il fait très chaud en ce moment, on transpire beaucoup. En transpirant beaucoup, dans la sueur, vous perdez du sel. Et ça peut vous rendre malade. Et là aussi, un petit paquet de chips, mais accompagné d'eau, c'est très bon pour remettre un peu de sel dans le corps. Sinon après, on va être pris de vertige, on va être pris de fatigue. Mais si vous voulez finir maintenant 3, 4 salés de chips, c'est pas bon. Ce que vous devez faire avec le sucre, avec le sel, c'est de remplacer ce que vous avez perdu dans la journée. Mais n'allez pas au-delà. Cher pharmacien, par exemple, le bonbon qui a la couleur rouge. Pourquoi c'est rouge? C'est ça qui est le problème. Parce qu'ils ajoutent la peinture d'alimentation chimique. C'est ça qui dégrade le santé. Au lieu de ça, mieux avoir le chocolat. Le chocolat, oui, d'accord. C'est un peu de sucrerie. Je suis d'accord, il faut avoir de temps en temps. Mais surtout dans le bonbon, la plupart de le bonbon qui se fabrique avec une peinture. Il faut regarder. Il y a la peinture dedans. Il y a les chimiques, peinture de chimique d'alimentation dedans. Vous voyez, de temps en temps, le bonbon c'est vert. De temps en temps, c'est pas naturel. Il y a de vert, il y a de blanc, il y a de rouge, il y a plusieurs différentes couleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ajoutent la peinture. Et ça, c'est dégrade notre santé.
comme au genou, on prend un médicament pour calmer cette douleur. Après, quelques mois plus tard, on a mal au genou, et ben, on prend le même médicament pour se. Bien, pour la simple raison que la douleur n'est pas une maladie. La douleur n'est qu'un signe. Quand on a une douleur quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui se développe en nous, il y a une maladie qui se développe. Et si on prend le médicament pour calmer la douleur seulement, on n'a pas soigné la maladie. Et la maladie va continuer à se développer. La prochaine fois que vous allez ressentir la douleur, la maladie devient plus importante. Vous allez reprendre le même médicament pour calmer la douleur, vous ne sentirez plus. Ça ne va plus marcher parce que la maladie s'est développée. Quand on a une douleur, on cherche quelle est la maladie qui a causé la douleur et on soigne la douleur. On soigne la maladie. Une fois qu'on a soigné la maladie, la douleur ne reviendra plus. C'est clair? La dernière donne. Est-ce que toutes les activités pharmaceutiques sont contrôlées par l'État? Oui. C'est le ministère de la Santé qui contrôle toutes les activités pharmaceutiques. Il y a là-bas une direction, on appelle la direction des pharmacies, qui est chargée de cela, avec à ses côtés l'inspection des pharmacies, qui doit passer dans toutes les pharmacies pour voir comment les choses se passent. Et c'est pour cela que je disais, si ça ne va pas, il faut le signaler. Parce qu'à ce moment, le ministère de la Santé, à travers l'inspection des pharmacies, la direction des pharmacies, va sanctionner le pharmacien qui s'est mal comporté. Bien. Nous sommes en train de finir. Vous avez suivi l'exposé du pharmacien. Et je crois que cela vous a beaucoup inspiré. C'est un bon métier à mon avis. Vous avez même appris le salaire du pharmacien, comment il est lié avec le médecin. Bien, si vous avez suivi très attentivement, comme moi, ce qui était aussi très important, c'est le conseil, l'alimentation. Il a répété cela ici. Comment faire pour ne pas prendre le Doliprane, pour ne pas prendre quoi que ce soit? Il faut bien manger. Et bien manger, ce n'est pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Qu'est-ce que j'attends par qualité? Il a développé lui-même. Il y a des gens qui ne suivent pas là, pourtant cela vous concerne, vous les enfants. Parce que vous mettez tout ce que vous voyez dans le ventre. Et la génération actuelle prête beaucoup plus attention au repas de la rue, au repas du restaurant, les grillades notamment. Et vous souffrez de beaucoup de maladies. Mais il a cité ici de consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ce que beaucoup d'enfants n'apprécient pas à la maison. Mais ils aiment beaucoup plus le repas qui n'a pas de légumes. Et comment vous allez vous échapper aux médicaments? Et il ajoute un corps qui prend beaucoup de médicaments. Effectivement, je ne suis pas médecin, j'en sais qu'un corps qui est tout le temps reçoit des médicaments, à mon avis, ce corps-là n'a plus une longue vie. Parce que les médicaments, ils vont dans le corps pour attaquer tout le temps à l'intérieur tout ce qu'ils trouvent et tout ce qu'ils ne trouvent pas. Donc si nous mangeons bien à la maison, fruits, maintenant là, nous sommes en la saison des mangues, la saison des ananas, il faut bien les consommer. Les légumes sont vendus, les tomates, tout ce qu'il faut. Si nous les consommons beaucoup, nous n'allons plus venir à la pharmacie pour prendre trop de médicaments et avoir mal au ventre, colopathie, diarrhée. Retenez cela.
comment faire pour ne pas trop prendre des médicaments génériques ou les d'origine. Et lorsque nous sommes à la fin, chacun de vous se lève avec sa chaise et il va remettre dans sa classe. C'est pourquoi nous finissons un peu à temps pour vous permettre de déposer votre chaise. Vous restez d'abord assis, on n'a pas dit que c'est fini. Asseyez-vous. Je suis en train d'annoncer ce qu'il faut faire. À la fin, vous prenez votre chaise, vous rentrez avec, vous l'installez pour que demain, dès que vous arrivez, vous vous asseyez. Alors, vous avez bien suivi l'exposé. On applaudit pour notre pharmacien pour un exposé clair. On se lève. Voilà. Les chers pharmaciens sont très et ça a été très édifiant.